Bonjour à tous, ici Sabrina Ono et bienvenue sur le podcast des startups à l'école. Les startups à l'école est une initiative de l'incubateur Agoranov qui permet de rapprocher les entreprises innovantes de la jeune génération à travers des projets, événements et activités pédagogiques immersives. Sur ce podcast, nous parlerons innovation et découvrirons ensemble les coulisses de l'écosystème startup. Durant chaque épisode, élèves et étudiants iront à la rencontre d'un entrepreneur pour tenter de déceler les clés de la réussite d'un projet, comprendre ce qui favorise l'éclosion d'idées nouvelles et comment ces idées prennent-elles vie. Quels sont les rouages de l'innovation et à quoi sert-elle ? Comment se conjuguent recherche et entrepreneuriat ? Quelles leçons et apprentissages tirer de ses propres erreurs ? Comment puis-je me lancer dans l'aventure startup ? C'est ce que je vous propose de découvrir au fil de ces rencontres à la fois marquantes et inspirantes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux neurosciences et aux risques industriels pour tenter de comprendre quel rôle les neurosciences peuvent avoir dans nos actions quotidiennes et plus spécifiquement comment l'analyse du système nerveux peut parvenir à détecter les troubles de l'attention et limiter toute forme de risque au travail. Nos étudiants se sont intéressés à la catastrophe industrielle d'Exxon Valdez comme socle d'analyse et ont souhaité travailler avec la start-up NowX Technology, incubée à Agoranov, sur la notion de prévention des risques. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter premièrement et me dire quelles sont vos motivations pour réaliser ce podcast avec nous aujourd'hui ? Alors bonjour, pour ma part c'est Florian Chmielewski, je suis étudiant en master spécialisé à l'école des mines de Paris, dans un master qui se nomme les maîtrises des risques industriels. Et les motivations qui m'ont amené à réaliser ce podcast avec NAOX, c'est qu'en cours, nous avons, pour ce qui est lié à la maîtrise du risque, on a souvent tendance à associer facteurs humains, neurosciences et comportement à des systèmes organisationnels et à des choses qui touchent plutôt le management. Or, là, nous avons un outil technique qui a un potentiel de prévention qui est lié au domaine des neurosciences et nous pensons que ça ouvre des possibilités qui sont très intéressantes. Génial. Merci beaucoup Florian. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Hugo Dean, je suis président et directeur général de la société NowX Technology. Donc, la société a été créée il y a 3 ans sous l'impulsion de mon associé qui est directeur de recherche en neurosciences à l'INSERM et moi-même. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce produit et aujourd'hui, le produit est dans un premier temps destiné en fait à un monde médical et aujourd'hui on essaye en fait d'ouvrir le champ des usages possibles pour notre produit et un des cas d'usage possibles est dans l'industrie et dans la prévention des risques. Alors Hugo, peux-tu te présenter et nous parler un peu de ton parcours, ta formation et ce qui t'a amené aujourd'hui à NowX Technology ? Alors, je vais me présenter, j'essaie d'être bref et j'ai tendance à étaler, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc je suis d'origine vietnamienne, je suis français mais d'origine vietnamienne. Je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans. Donc à l'âge de 15 ans, je suis venu vivre en fait chez mon oncle qui habite un peu dans les banlieues nord de Paris, dans le 95. J'ai toujours vécu en fait pendant toute ma scolarité de lycée en fait dans le 95 et puis prépa. Ça m'a ramené à la prépa. J'ai commencé à vivre dans un milieu un peu populaire dans le nord parisien. Ça m'a donné beaucoup de force pour aller faire une prépa. Et suite à mon parcours en prépa, j'ai intégré l'école polytechnique en 2014. Et c'est à partir de là que j'ai rencontré des professeurs en fait, qui sont spécialisés dans le domaine de la neuroscience. Typiquement, mon cofondateur aujourd'hui, qui était aussi mon prof de neurosciences à Polytechnique. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à lancer ces startups ? C'est d'abord 2 événements que j'ai vécus en fait, dans ma vie personnelle lors de ma scolarité à Polytechnique. Le premier événement est arrivé en 2015, quand, 1 an après mon arrivée à Polytechnique, j'ai appris le décès en fait, de ma grand-mère, qui a souffert pendant des années de la maladie d'Alzheimer. Ça m'a beaucoup touché, parce qu'en étant vietnamien, en fait, je ne pouvais pas faire le voyage en fait, pour faire le retour au Vietnam pendant cette période
d'examen à l'école. Donc, ça m'a beaucoup touché. Et puis, il y a un deuxième événement qui s'est passé en 2018, lors de la remise des diplômes en fait, de l'école. J'ai appris en fait, que dans la promotion, il y avait notre major de promotion qui était décédé suite à un accident, un AVC en fait, après une semaine, et ça ramène aussi à notre podcast aujourd'hui, parce qu'il il est décédé suite à une semaine de 70 heures de travail en tant que trader à Londres. Il a fait un AVC à l'âge de 22 ans, 23 ans. Et je me posais à cette époque-là une question, mais comment cela est possible qu'en 2015, puis en 2018, et même aujourd'hui en 2021, il n'y a absolument aucun moyen de prévenir ce genre d'événements, qui sont liés, entre autres, à des troubles neurologiques et des troubles chroniques qui peuvent être prévenir, en fait, en amont, beaucoup en amont, et que personne ne fait rien, et que ça fait 100 ans que la neuroscience existe, avec des mesures qui sont capables, en fait, de détecter ce genre de phénomène, mais que personne n'agit. Et c'est pour cela, en fait, qu'on a lancé NaoX Technologies, ça se dit NaoX, et c'est lourd de sens. NaoX, en vietnamien, ça veut dire le cerveau. Et on a créé, en fait, cette société avec mon professeur de neurosciences, qui est aussi directeur de recherche à l'INSERM, Michel Levancuen. Alors Hugo, est-ce que tu peux du coup nous dire ce qui te plaît au quotidien dans tes missions d'entrepreneur ? Alors, entre l'entrepreneuriat et, je vais pas dire, mais presque une nature en fait pour moi. C'est très naturel quand j'ai choisi en fait d'aller vers l'entrepreneuriat. Il faut voir que l'entrepreneuriat n'est pas si simple que ça. Hein. Donc en France, on parle beaucoup en ce moment d'entrepreneurs et comment il faut devenir entrepreneur et entreprendre. Mais la réalité des choses, c'est que c'est un métier qui est très difficile. En France, on est très habitué à faire, à être salarié, hein, avoir notre train de vie quotidien, avec nos jours de congé. Mais quand vous devenez entrepreneur, il faut oublier tout ça. En fait. On n'a plus vraiment de congé. On crée ici un projet et on doit faire travailler les autres. C'est-à-dire que nous, tous les jours, tout ce qu'on doit penser, c'est comment demain, on va pouvoir continuer à faire tourner la société, justement à trouver de quoi payer les vacances payées de nos salariés. Donc c'est plus du tout le même métier. Donc c'est plus du tout la même vie non plus. Donc c'est un choix. Donc la première chose qu'il faut accepter, c'est de faire ce choix-là, de faire ce sacrifice. Et pour moi, en fait, ce sacrifice, il est arrivé très naturellement. Donc, je pense que j'ai toujours eu cette vocation pour l'entrepreneuriat. Je pense aussi que quand on arrive, en fait, de très loin dans un pays où on a peu de familles, c'est déjà une aventure entrepreneuriale. Et en fait, ça me fait même plus peur, en fait. Donc, quand on est dans un pays où on a la famille, où on est déjà très bien entouré, ce pas vers l'inconnu, vers une aventure qui est remplie de risques, est plus compliqué à faire que pour quelqu'un. Donc la nature, donc déjà de par mon expérience, je suis déjà entrepreneur. Donc, quand je suis arrivé en France, je suis déjà entrepreneur. Donc, quand j'ai lancé ma société, quand j'ai lancé NaoX, c'est juste une évolution naturelle de ce que je suis déjà. Et par rapport à ça, quelle est l'énergie ? Qu'est-ce que tu souhaites insuffler au quotidien dans ta vie d'entrepreneur ? Quel est ton sens du leadership ? Quelle est ta vision du management ? Je pense que même en étant polytechnicien, en faisant des années d'études et en faisant des années très dures en prépa, avec toute l'expérience que j'ai, je suis pas capable de tout faire. Et c'est ça qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que on s'entoure en fait d'une équipe de personnes qui sont beaucoup plus compétents que nous. Je peux citer mes collègues, donc déjà mes cofondateurs avec
Michel, qui est mon professeur, qui est toujours mon professeur de neurosciences, il m'apprend des choses tous les jours. Hein. Il y a des filtres appris à l'école que j'ai oubliés depuis longtemps, et il me montre, tiens, il faut faire comme ça, mathématiquement, ça marche comme ça. Et ça, je ne savais pas. Donc j'apprends tous les jours de mes associés. De même que nos autres associés, hein. Il y a Emmanuel, qui avait 15 ans d'expérience en électronique. Il y a même des très jeunes, hein, des gens qui n'ont pas de diplôme. Chez nous, Khalil, par exemple, qui a un autre profil, qui a seulement 22 ans. Il a eu déjà 7 ans d'expérience dans le développement de produits électroniques. Donc tous ces gens-là, ils ont des choses à apprendre. Et moi, mon rôle, en fait, d'entrepreneur dans mon entreprise, en fait, c'est de créer, en fait, un espace de travail pour que tous ces gens-là puissent s'exprimer. Et c'est ça, pour moi, en fait, le plus important dans une entreprise. C'est que tout le monde puisse s'exprimer et donner le maximum de soi pour construire ensemble l'entreprise. Nawix Technologies, c'est pas moi. Nawix Technologies, c'est c'est un collectif, en fait. C'est plusieurs personnes qui construisent, en fait, un produit ensemble. Et c'est ça ma définition d'une société. Donc il faut que tout le monde puisse travailler. Donc moi, mon quotidien, c'est plutôt livreur. Donc je vais venir livrer des colis avec des cartes électroniques à Khalil pour qu'il les monte. Ça va être plutôt secrétaire. Hein. Donc je vais noter les différentes réunions pour que tout le monde soit là au bon moment. Ou c'est plutôt discuter, parler du projet, de la vente, de la communication. C'est comme ça, en fait, que je vois l'entrepreneuriat. C'est tout faire pour que les gens qui travaillent avec moi puissent travailler de manière libre et exprimer toutes leurs compétences. Bravo pour ça, c'est une sacrée aventure Nawix Technologies. Et cette aventure, elle s'est aussi inscrite dans le cadre de ton incubation à Agoranov. Pourquoi avoir choisi d'être incubé au sein d'un incubateur de start-up et qu'est-ce que ça t'a apporté au final, cet accompagnement au quotidien, le fait d'être entouré d'autres entrepreneurs, d'avoir cette émulation de groupe qu'est-ce que tu as pu en tirer? Le choix d'Agoranov était une évidence. Donc, si vous avez compris ma vision de l'entrepreneuriat, au final, l'entrepreneur, il est seul, en fait. Moi, je suis seul à prendre des décisions. Mais pour vraiment alimenter mon aventure entrepreneuriale, il faut des gens autour. Donc, la décision d'aller à Agoranov, c'était une évidence. On est une équipe, on est 3-4 personnes, mais je crois beaucoup en l'intelligence collective. Donc, si on vient dans un endroit où on est accompagné, déjà, il y a beaucoup plus d'expérience. Il y a des gens qui ont fait ça avant nous. Il y a des gens qui sont en train de faire la même chose. Et c'est vraiment pour ces gens, pour toutes les personnes, en fait, qui travaillent ici, qu'on est ici pour avancer ensemble. Très bien, merci. Pouvez-vous à présent nous présenter Nawix Technologies? Alors, Nawix Technologies est une société de neurosciences. Donc, l'origine, en fait, de la société a été les recherches de Michel Levancuen à l'INSERM. Donc, il est très connu, hein, Michel. Il a écrit plusieurs articles, en fait, dans Nature et Science sur des questions de prédiction en épilepsie. Donc, c'est une maladie très répandue en neurologie. Hein. C'est d'ailleurs la deuxième maladie la plus fréquente en neurologie. L'idée, c'est que il y a un système, une mesure qui s'appelle l'électroencéphalogramme ou EEG. Donc c'est comme pour les mesures cardiaques, on parle de électrocardiogramme ECG. Donc c'est le signal électrique qui est émis par le cœur. Là, on parle de électroencéphalogramme, encéphalo, donc cerveau. Donc c'est le signal électrique qui vient du cerveau. Donc Nawix travaille sur une nouvelle génération de capteurs d'électroencéphalogramme, beaucoup plus simple à utiliser, plus ergonomique et qui peut être utilisé pour donner des données beaucoup plus riches qu'avant et peut être servi en fait dans la vie de tous les jours et dans la prédiction
d'événements neurologiques. Le premier produit, en fait, est un capteur qu'on a beaucoup miniaturisé. Donc, vous avez peut-être déjà vu un électroencéphalogramme, un EEG, donc, à l'hôpital. C'est un dispositif avec beaucoup de câbles qui sort d'un boîtier électronique. Donc, on branche généralement de 8 à 32 électrodes sur la tête d'une personne, très souvent avec de la colle. Donc on vient coller à travers les cheveux, on va coller en fait les électrodes. C'est très complexe. Ça demande en fait la mobilisation d'un technicien spécialisé, donc il doit être entraîné pour coller ces électrodes sur le crâne. Et ça demande surtout la participation en fait d'un neurologue pour pouvoir lire en fait la donnée, parce qu'elle est beaucoup plus complexe qu'une donnée d'ECG qui est celui que tout le monde connaît. Ce qu'on essaye de faire, c'est de concentrer en fait toute cette technologie, donc toute la connaissance de la neurologie, du capteur, jusqu'à la capacité d'interprétation du signal dans un seul capteur. Et on va miniaturiser, on va condenser tout ça dans un produit qui serait sous forme d'objets du quotidien qui sont des écouteurs. Donc ça, c'est l'objectif de NaoX Technologies et notre premier produit. Pouvez-vous nous parler un peu plus de ces capteurs? Pourquoi avoir choisi une forme d'écouteur et comment fonctionne-t-il brièvement? Pourquoi avoir choisi la forme des écouteurs? Donc vous avez peut-être aussi vu que dernièrement, donc, on va faire un peu d'historique de l'EEG. L'EEG a été créé dans les années 30, inventé par un Allemand qui s'appelle Hans Berger. Cette mesure a toujours existé depuis maintenant presque 100 ans. Et il a été toujours mesuré de la même manière, c'est-à-dire installer des électrodes sur le crâne. Bon, après avoir dit ça, c'est ce que je répète un peu ce que je disais tout à l'heure. Récemment, dans les années 2010, 2015, il y a une vague en fait de nouvelles startups ou d'innovations qui sont arrivées en fait sur le marché. Vous avez ce qu'on appelle des casques EEG. Donc, c'est ce genre de dispositif en fait qui se mettent en fait sur le front. C'est ce qu'on appelle plutôt une sorte de bonnet ou de je sais pas comment on peut appeler ça, des serre-têtes en fait, qui se mettent sur le crâne. Et la fonction est toujours de pouvoir essayer, de venir en fait déposer des électrodes sur le crâne. Donc on n'a pas vraiment changé l'utilisation de l'EEG depuis Hans Berger. Le problème en fait de cette technique de dépôt d'électrodes sur le crâne, c'est que ce sont en fait tout simplement des cheveux. Donc il y a des personnes sur lesquelles c'est beaucoup plus compliqué à faire parce qu'il y a beaucoup trop de cheveux. Typiquement, j'ai retrouvé l'article, mais il y a un article qui a été rédigé par une étudiante du MIT qui explique que chez les populations afro-américaines, c'est très compliqué de réaliser des EEG. Donc à l'hôpital, il y a même des médecins qui sélectionnent, qui disent bon bah vous, on ne vous ferez pas d'EEG parce que c'est trop compliqué à installer des électrodes sur votre tête. Donc l'EEG a toujours été un dispositif, enfin une mesure qui est très compliquée à être mesurée. Donc cette approche en fait de mettre des électrodes sur la tête est très contraignante. C'est pour ça en fait qu'on est arrivé avec une idée, c'est de se dire on va trouver en fait un endroit où l'installation des électrodes est beaucoup plus simple, beaucoup plus mécanique et beaucoup plus reproductible. Et c'est là où on est arrivé sur l'oreille. Pourquoi l'oreille? Déjà, vous avez le canal auditif qui est une sorte de pince, donc qui va venir pincer l'électrode qui est introduit en fait dans le canal. Donc ça garde assez stable le dispositif. Il n'y a pas de problème de cheveux. Donc il y a beaucoup moins de problèmes de positionnement des électrodes. Et en plus, on est à un endroit qui est, mine de rien, assez proche du cerveau. Même beaucoup plus proche que sur le crâne. Donc, c'est pour cela, en fait, que cette technologie a été révolutionnaire et il y a plusieurs équipes dans le monde qui travaillent en fait, sur le sujet. Donc nous, on fait partie de ces équipes. Et on a trouvé en fait un moyen de le rendre fiable et possible.
Donc, l'idée ici, c'est qu'on a... donc, qu'est-ce que c'est que l'EEG? L'EEG, c'est une différence de potentiel. Pourquoi les écouteurs? Parce que c'est un geste, en fait, qu'aujourd'hui, c'est un objet aujourd'hui qu'on utilise beaucoup. Hein. Donc, c'est un geste qui est de plus en plus utilisé par des générations, des nouvelles générations, et même des générations un peu plus anciennes aussi. Hein. Donc, on met des écouteurs pour faire tout et n'importe quoi, pour écouter la musique, pour regarder des séries, pour regarder des films. On l'utilise dans le métro, à la maison, et vraiment n'importe où. Et ce n'est pas que des écouteurs, hein. On parle aussi d'appareils auditifs, des aides auditifs. Hein. Donc ça, c'est aussi une fonction qui est aujourd'hui de plus en plus intégrée dans ces écouteurs. Donc en 2017, hein, quand on avait lancé la société, il y a aussi un produit qui était sorti et qui est devenu aujourd'hui mondial, qui est des AirPods de chez Apple. C'est un produit qui est aujourd'hui utilisé, un produit à la mode, qui est utilisé par vraiment tous les adolescents de nos jours. Donc en fait, c'est ça notre idée, c'est de pouvoir intégrer un signal qui est de bonne qualité, reproductif, et dans un objet que les utilisateurs vont pouvoir utiliser dans leur vie de tous les jours, tout simplement. Alors, si on parle à présent de l'utilisation, notamment dans le monde professionnel, avec l'avènement de la data et l'ère du 4.0 dont on parle beaucoup, penses-tu que les industries seront séduites par ce type de produit? Oui. Alors, ça c'est une question évidente. Hein. De toute manière, les industries seront intéressées par ce genre de produit. Bon, déjà, il y a des dérives, hein, et je pense qu'on va revenir sur ce sujet à la fin du podcast. Donc, la mesure de l'électroencéphalogramme, on rentre dans une mesure d'activité cérébrale. Donc, dans la conscience publique, une mesure d'activité cérébrale, c'est très intime. Ça devient... on peut mesurer mon rythme cardiaque, mes mouvements. On peut prendre des photos de moi aujourd'hui, quand vous utilisez votre portable, pour déverrouiller avec Face ID, là, vous donnez en fait toute l'information de votre visage à Apple ou à des fabricants de téléphones. Mais personne n'a encore osé toucher à une sorte de fortification, hein, qui est la donnée cérébrale. Donc on est conscient qu'on travaille sur une donnée très sensible, une donnée qui est dans la conscience collective, très très très, très intime, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Donc dans la conscience collective, qu'est-ce qu'on pense d'une mesure cérébrale? On va se dire, mais ils sont en train d'essayer de fouiller, de lire dans ma pensée. Et il y a des dérives, effectivement. Évidemment que ce genre de technologie va être utilisé par les industries. Et alors, l'idée ici, c'est de mettre en fait une contrainte dans l'utilisation. On ne va pas utiliser pour tout et n'importe quoi. Pour la productivité, c'est ce qu'on bannit. Nous, ce qu'on vise ici, ce sera des utilisations pour assurer la sécurité et la santé des employés. Il y a des gens qui sont isolés à la maison, qui travaillent en hyper connexion toute la journée, avec un système de management qui confond un peu télétravail et vacances, et qui essaye en fait de pousser en fait les employés à travailler plus. Mais ils ne savent pas en fait qu'aujourd'hui, donc même nous, hein, quand on travaille en télétravail, ce qui est reporté, c'est qu'on travaille beaucoup plus en fait au final, parce qu'on confond en fait la vie professionnelle à la vie personnelle. Donc on sait que il y a des chiffres récents sur une étude qui s'appelle Empreinte humaine, que en 2020, il y avait une augmentation du nombre d'épuisements que les employés, hein, ont reporté en fait une augmentation de 5% en fait d'épuisement émotionnel. Donc on voit aussi que récemment, il y a donc dans la même étude, hein, qui confirme en fait qu'il y a une augmentation aussi au niveau des troubles de mémoire, de la concentration, du sommeil ou de la fatigue cognitive. Donc toute cette période en fait de
de télétravail et de confinement en fait pendant les 2 dernières années ont été très chargés et ont un impact qui est très fort sur les travailleurs. Donc c'est ce genre en fait de données qu'on va essayer avec, qu'on peut faire chez nous, NaoX Technologies, de pouvoir quantifier, de donner en fait un argument aux salariés pour discuter en fait avec leurs supérieurs pour des aménagements d'emploi du temps par exemple, ou pour suivre en fait tout simplement leur rythme de travail, leur rythme de sommeil pour assurer une qualité de vie qui est meilleure en fait pendant cette période qui va bouleverser donc ce nouveau monde, le monde où le télétravail va devenir plutôt répandu. Il y a des sociétés aujourd'hui qui proposent carrément à leurs salariés de faire du télétravail à vie. Donc, tout simplement, ce n'est plus quelques jours de semaine, mais là on parle d'avis. Donc c'est une évolution évidente de l'association évidente de la société. Donc dans les pays nordiques ou aux États-Unis, on observe déjà en fait ce basculement vers le télétravail. Voilà, donc les industriels vont se tourner vers la neuroscience, vers des capteurs de neurosciences dans ce genre d'usage, donc santé et sécurité. Justement, pour suivre la mise en place de ce genre de dispositif, est-ce que tu imagines qu'une réglementation pourrait l'imposer, peut-être pour certains types de métiers ? Il y a des dispositifs qui sont aujourd'hui déjà imposés. Donc, vous avez peut-être déjà vu des dispositifs dans le train, surtout sur les conducteurs. Je ne sais pas si vous avez des gens qui travaillent dans le secteur ferroviaire dans la famille ou dans l'entourage. Mais les conducteurs de TGV, par exemple, ils ont ce qu'on appelle un dispositif homme-mort. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un dispositif qui, de temps en temps, va faire un petit son, une petite alerte, et la personne, le conducteur, doit appuyer sur un bouton. S'il n'appuie pas sur le bouton, ça veut dire qu'il n'est pas conscient ou qu'il ne fait pas attention à ce qu'il est en train de faire. Et une alarme sonne et on identifie en fait un risque, dit humain en fait. Mais ce dispositif est imposé dans certains cas, mais pas dans d'autres, parce que c'est plus difficile en fait à estimer le risque, par exemple sur un voyage maritime ou avion en fait. Ici on parle de train en fait qui va tout droit. Donc en fait les gestes sont toujours les mêmes. Donc là les gestes sont très répétitifs. Donc on peut vraiment vérifier à quel moment la personne a perdu ou non son attention. Donc c'est des situations qui sont déjà imposées. Maintenant, si on revient en fait sur la neuroscience et des dispositifs de mesure un peu plus complexes, sans parler encore de neurosciences, il y a déjà d'autres dispositifs de détecteurs de proximité, par exemple, donc sur des gilets, par exemple, où on peut détecter la position des personnes dans un hangar, par exemple, pour savoir si elle est proche ou pas comment on appelle ça, des voitures des soulève-charges, quoi, dans les hangars, ou des voitures qui passent, qui font la livraison entre les rayons. Donc ce genre de dispositif de détection de proximité existe aussi. Donc, je ne pas encore imposé, mais ça existe. Dans certains milieux, on mesure aussi déjà le rythme cardiaque en fait des personnes, pour savoir si, surtout dans des situations très extrêmes, comme chez les militaires, on mesure en fait en permanence le rythme cardiaque de la personne. Donc oui, ce genre de dispositifs existe et sont déjà déployés. Maintenant, sur le cerveau, comme je disais tout à l'heure, sur le cerveau, donc la donnée cérébrale reste encore une donnée qui est sacrée en fait. C'est une donnée qui est très intime. Donc, la législation aujourd'hui repose en fait sur les principes de la RGPD.
Vous avez peut-être déjà vu la RGPD. Donc, pour rappel, c'est les règlements, l'ensemble de règlements en fait qui régit la protection des données personnelles en fait des citoyens européens, donc qui a été mise en place il y a quelques années par l'Union européenne. Dans la RGPD, il y a des principes il y a 2 principes qui sont stricts. Donc, il y a un premier principe qui est le volontariat. Donc, il y a un principe qui est évident. Donc, si la personne n'a pas envie de porter un dispositif de mesure sur soi, de mesure de données personnelles, elle ne porte pas, tout simplement. Mais la RGPD impose aussi un deuxième principe. Et là, le principe est un peu plus compliqué à estimer. C'est le principe de la proportionnalité. Donc, qu'est-ce que c'est ? Même dans le cas où le salarié demande, même s'il demande, on ne parle même plus de volontariat, mais c'est moi, salarié, j'ai envie de porter ce dispositif. Même dans ce cas, si le législateur trouve que l'emploi d'un capteur est disproportionné aux problématiques qui sont posées, ils peuvent l'interdire. Ils peuvent interdire l'usage en fait d'un dispositif EEG dans le cadre de la détection de fatigue, par exemple, sur une chaîne de production ou sur la détection de somnolence de conducteurs sur un chantier. Parce qu'ils peuvent montrer que c'est disproportionné, qu'il y a des dispositifs équivalents ou des dispositifs un peu moins intrusifs pour détecter ces phénomènes. Typiquement, on a étudié le sujet de très près, on a eu des exemples. Donc on sait que la CNIL a interdit en fait l'utilisation par exemple des caméras dans les usines, certains types de caméras pour pouvoir éviter, donc c'est vraiment des risques sur des chaînes de production où il y a peut-être des éjections. Même sur ce genre de cas, la CNIL interdit l'utilisation des caméras. Donc on est encore très en amont en fait au niveau législatif sur ce genre de questions. Aujourd'hui, on ne parle même pas encore d'imposer en fait ce genre de dispositif. On parle même de est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a la possibilité un employeur en fait de donner ce genre de dispositif pour garantir la santé et la sécurité de leurs salariés. Donc aujourd'hui, c'est encore très tôt pour parler de dispositifs qui soient imposés par la loi. Alors, en guise d'ouverture sur ces questions, si on s'imagine dans le futur que la législation évolue de manière favorable sur ces dispositifs, est-ce que d'un point de vue technique, on peut imaginer d'autres utilisations ? En clair, est-ce qu'il serait possible de supprimer complètement le risque lié au facteur humain si on pouvait intégralement lire le cerveau ? Alors, c'est une très bonne question. C'est une question qui est aussi très intéressante. Il y a beaucoup d'études sur le sujet. Donc, il y a des études dans plusieurs domaines, donc non seulement en transport maritime. On sait par exemple que le risque d'accident de la route est l'un des risques les plus répandus, fréquents dans des accidents de travail. Donc, c'est même pas les accidents sur le lieu de travail qui est comptabilisé ici, c'est vraiment des accidents sur le trajet habitation, lieu de travail. On sait aussi que, par exemple, dans l'aviation, 60% des accidents, des crashs aériens, ont pour cause des facteurs humains. Donc c'est des risques qui sont énormes. Et dans d'autres industries, on remarque déjà. Donc des risques aussi sur le transport ferroviaire aussi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des systèmes hommes-morts en fait, sur les trains. C'est parce qu'il y a un risque qui est très fort. Donc c'est des situations où on est très répétitif. Et on est tous humains, donc même les gens qui sont surentraînés. Nous, on travaille par exemple avec des pilotes de chasse
Il n'y a pas plus sur-s'entraîner au niveau mental et physique que ces gens-là. Et même eux, ils font des erreurs. Donc oui, évidemment qu'il y a plein d'applications possibles de la neuroscience, et même c'est nécessaire, hein, ces applications, dans la détection. On peut même parler parfois de prédiction. Aujourd'hui, on est capable, sur des tâches répétitives, de savoir, eh ben tiens, fais attention, avec cet état cérébral-là, la personne, le salarié ou le travailleur est en train d'évoluer vers un état qui peut mener à un accident. Donc, typiquement, je prends un exemple, hein, c'est l'exemple sur lequel on travaille en défense. Aujourd'hui, il n'y a que des cas qui sont très extrêmes où la loi est un peu plus souple et on peut vraiment travailler de manière où surtout en fait les partenaires sont plus ouverts, hein, à la discussion. Donc, typiquement dans l'aviation, parce que là on parle de centaines de vies dans l'aviation, dans l'avion. On parle d'une sécurité très renforcée, hein, donc l'aviation veut le rester encore le moyen de transport le plus sûr. Donc on travaille avec ces gens-là, et dans ce milieu, on sait qu'il y a un certain nombre d'états cérébrales qui sont très spécifiques et qu'on aimerait prédire. Là, on parle même plus de détection, hein, après coup, hein, donc, on parle même de prédire. Donc il ne faut pas que le pilote arrive dans cet état-là. Typiquement, il y a un état qu'on a appris qui s'appelle la sidération. Alors, c'est quoi la sidération? C'est devant un cas extrême de danger, hein. Donc l'humain en fait va se remettre en fait dans son état animal. Qu'est-ce que c'est? Le rythme cardiaque va ralentir. C'est comme dans la vie sauvage, quand une proie en fait voit qu'un animal, qu'un prédateur est en train d'arriver, et ben, qu'est-ce qui se passe? Le prédateur il va sentir en fait le sang et le rythme cardiaque qui bat très très vite. Et ben, la proie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ralentit son rythme cardiaque. Son cerveau se coupe un peu. On est presque dans un état en fait de flottement, hein. On se reconnaît plus dans ce qu'on appelle la sidération. L'animal s'arrête tout brusquement. Et c'est ce qui arrive très souvent dans les avions, surtout dans des situations de guerre, vraiment de sidération, de perte humaine, hein. Donc il y a des explosions en face. Et ben très souvent les pilotes ils s'arrêtent. Ils sont dans un état, ce qu'on appelle de sidération. Plus aucun mouvement, le cerveau s'arrête, et c'est là où arrivent les situations d'erreur humaine. Donc c'est ce genre de choses qu'on arrive avec la neuroscience à prédire, à capter. Je peux prendre aussi un autre exemple, hein. Dans le même ordre, dans le même secteur, dans l'aviation, on a aussi ce qu'on appelle aussi vocabulaire qu'on a appris aussi en travaillant sur le sujet, ça s'appelle la tunnelisation attentionnelle. C'est un très grand mot. Ça veut juste dire que, en fait, le pilote ou le travailleur est dans une situation où il est tellement concentré sur ce qu'il est en train de faire qu'il ne voit plus rien. Il ne voit que ce qu'il est en train de faire. Vous avez peut-être déjà vu ce genre d'état, hein, dans le jargon des gens qui font des études supérieures de médecine ou de prépa, où on arrive aux examens et on oublie tout, et on fait que l'examen en question, et on parle de flow, l'état de flow, dans un état où on est à la limite de la concentration extrême et de la relaxation extrême, hein. Donc on appelle l'état de flow. Et ben on est concentré que sur ce qu'on fait. Donc on oublie tout. Il y a des gens arrivés à l'examen, ils deviennent super forts. Ils ont rien révisé du tout de la maison. Et en arrivant, tout commence à sortir. On appelle un état de flow. Donc concentration extrême, tunnelisation attentionnelle. On ne fait que la tâche sur laquelle on est en train de travailler. Et ben ça, imaginez-vous que dans un avion, c'est très dangereux. Parce que si on ne concentre que sur ce qu'on est en train de faire, on ne voit plus les alertes autour. Donc le champ de vision
Et, ils ont fait des mesures. Le champ de vision des pilotes se restreint à plus que 30 degrés. Donc ils ne voient plus que ce qui est devant, en fait. Ils ne voient plus du tout ce qui est autour. Bon, là aussi, on peut amener à des accidents qui peuvent être tragiques. Hein. Donc c'est tout ce genre de situations-là qu'on arrive, avec la neuroscience, de détecter, de prédire. Très bien, merci beaucoup pour cet échange. Et j'ai hâte de voir ce que va donner ces dispositifs dans l'avenir, en espérant que ça puisse réduire le plus possible les situations accidentogènes. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir traité ce sujet passionnant avec tant de conviction et je vous dis donc à très vite.